Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Nous avons suivi le dernier message des évêques. La Syncode dénonce la balkanisation de notre pays. Et le CLC, ayant la mission de traduire en action les directives des évêques dans les domaines sociopolitiques, a estimé qu'il était nécessaire que nous puissions apporter un éclairage sur la balkanisation. Et nous n'avons pas trouvé mieux que le professeur Isidore Dayel, historien de son état, vous le connaissez tous, c'est le coordinateur du comité laïque de coordination. Il va nous entretenir sur la balkanisation de la RDC, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Nous allons le suivre, après nous allons intervenir, il y aura échange, il y aura un débat, et nous pourrons à la fin prendre des orientations par rapport à l'évolution du CLC. Encore une fois, merci d'être venus, messieurs et dames, pour suivre cette conférence. Balkanisation. Le mot balkanisation, comme vous le savez, provient des Balkans. Les Balkans, c'est cette région de l'Europe orientale qui a éclaté en plusieurs pays. Serbie, la Moldavie, l'Albanie, le Monténégro, voilà, une série de pays. Donc c'était une région, au point de départ, qui constituait une entité politique unique et qui a éclaté en plusieurs pays. Donc le terme est entré dans le langage pour désigner la situation d'un espace politique qui éclate en plusieurs États. Les trois termes sont similaires, mais il y a des différences. Fermez vos micros, Lorsqu'on parle d'implosion, c'est une autre situation. C'est-à-dire que la dynamique interne est tellement bouillante que ça éclate. C'est un empire colonial qui n'a pas éclaté, qui est resté comme tel. Bon, d'abord, quelques cartes. Lorsqu'on parle de la conférence de Berlin,
où est né l'État Congo. La conférence de Berlin s'est terminée en février 1885. À ce moment-là, on n'a pas une idée de la carte du Congo. Mais on vient de confier cela à Léopold II. Mais on n'a pas une idée. Parce que très souvent, on dit que c'est à la conférence de Berlin qu'on a déterminé. Non. Les frontières ont été mises en place après. Ce n'est pas pendant ni avant. C'est après. Et la même année, le 1er août 1885, date importante, Léopold II va notifier à toutes les puissances ayant fonctionné à Berlin ce qu'est le territoire de l'Association internationale du Congo. C'est à ce moment-là qu'il leur donne le nom en disant ça va s'appeler État indépendant du Congo. Et la frontière là-bas, ça vient ici, ça va là-bas, etc. Donc ça, une forme géométrique et une forme quelque peu étrange. C'est ça, la carte du 1er août 1885. Alors, vous avez là les indications de ce que nous avons perdu, que nous avons cédé à la France et donc au Congo. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons perdu ici, puisque la frontière maintenant c'est là-bas, ce n'est plus là-bas, que nous avons cédé en 1910 au Rwanda actuel, là, 1915, ce que nous avons cédé à l'Ouganda. Ça, c'est ce que nous avons gagné auprès des Portugais. Ce que nous avons gagné au côté. Le Congo, par exemple, c'est seulement en 1891 que ça devient congolais. Donc voilà ce qui se passe. Date du 1er août 1885. Et vous avez la limitation, vous l'avez là, n'est-ce pas? Celle-là. Vous avez cette limitation. Ça, c'est 1885. C'est clair? Bon. Alors, vous avez maintenant les indications sur ce que nous avons perdu et ce que nous avons gagné avec les années. Donc, on peut dire que de 1885 en 1910, toutes nos frontières actuelles étaient pratiquement fixées. Il est vrai en 1915 avec l'Ouganda. Mais vous avez l'indication, les indications de... Vous expliquez ce qu'est le Congo, l'État Congo. Un vieil État de près de 3 demi-siècles. Bientôt, nous allons atteindre ça. Le suivant, on va revenir là-dessus. Bon, alors, naturellement, depuis le début, cet État connaît des problèmes. Et ce n'est pas exceptionnel, c'est tout à fait normal, d'une certaine façon. C'est quand même un grand espace en Afrique centrale. Léopold II est parvenu à l'acquérir, j'allais dire pour nous, parce qu'on critique beaucoup Léopold II, mais reconnaissons au moins une chose, Léopold II, c'est l'inventeur de notre carte. C'est lui qui l'a mis en place. Mais il y a eu beaucoup de tentatives.
La première tentative, c'est simplement déjà vers les années 1904-1906. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? C'est que, à cause des atrocités nombreuses qui se sont commises au Congo et les enquêtes qui ont été menées spécialement sur cette question des mains coupées, les États signataires de Berlin ont décidé de se retrouver en disant ce n'est pas possible, on doit arracher cet État des mains de Léopold II et voir ce que nous allons en faire. Et donc, pour bien faire, nous allons nous le partager. On va le partager. C'est à ces moments-là, et à ces moments-là seulement que Léopold II dira non, 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 c'est fini, moi je cède ça à la Belgique. Parce qu'au départ, Léopold II a cherché à avoir une colonie pour pouvoir la donner à son pays, la Belgique. Mais comme cette colonie s'est avérée tellement florissante, il retardait chaque fois les dates. Quand la Belgique lui demandait, mais oui, mais c'est quand vous nous donnez le Congo? Non, on a le temps, on a le temps. Mais lorsqu'on va lui dire que maintenant, on va vous arracher le Congo, Léopold II va donc prendre la décision de céder ça à la Belgique. Mais malgré sa décision, plusieurs pays ne seront pas d'accord. Notamment, la Grande-Bretagne va refuser et ne reconnaîtra pas le Congo belge. La Grande-Bretagne ne reconnaîtra le Congo belge, tenez-vous bien, seulement en 1913. Et 1913, c'est une année avant la guerre mondiale, parce que la Grande-Bretagne avait besoin de faire en sorte que ses troupes traversent le Congo, n'est-ce pas? Et de ce fait, il devait bien reconnaître cela. Une autre puissance qui n'a pas voulu admettre, et c'est la deuxième tentative, c'est l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas voulu reconnaître. Parce que, revenez sur la carte là précédente, parce que à la conférence de Berlin, l'Allemagne de Bismarck n'avait presque rien obtenu. Et en fait, elle se disait, l'Allemagne, l'arbitre, mais les colonies allemandes sont les suivantes. Le Togo, le Cameroun, le sud-ouest africain, qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, et la Tanzanie. La Tanzanie, qui, à l'indépendance, regroupée avec Zanzibar, va s'appeler Tanzanie. Mais à l'époque, ça s'appelle Tanganyika. Tanganyika. Le pays s'appelait Tanganyika. Voilà. Alors, revenez sur le tableau. Voilà. Non, non, non. Oui, suivant. Alors, les Allemands voulaient créer ce qu'ils appelaient Mittelafrika, en allemand, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique du milieu. Comme en Europe, ils constituent le milieu, eux aussi veulent avoir l'Afrique centrale. Donc, ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur laisse l'espace du Cameroun au Tanganyika. Reviens sur la carte. Donc, on leur laisse l'espace du Cameroun ici au Tanganyika. Et vous voyez bien, ça veut dire prendre le Congo. C'est tellement fort que lorsque, en mai 1914, lorsque l'Allemagne gagne la Belgique, envahit la Belgique,
l'Allemagne propose encore à la Belgique qu'elle peut se retirer du territoire belge à la condition qu'on lui vende le Congo. Et elle veut bien acheter 2 ou 3 fois plus cher le prix du Congo. Bon. Donc voilà, nous étions au bord de la mise en œuvre de cette clause, sauf que l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme l'Allemagne a perdu la guerre, c'est le contraire qui s'est passé. Non, reviens sur la carte. C'est le contraire qui s'est passé. La Namibie actuelle, les Britanniques ont pris ça. Le Togo, les Français ont pris. Le Tanganyika, on l'a coupé en 2. Le Tanganyika, les Britanniques ont pris. Et le Rwanda-Burundi, on a donné ça aux Belges. Donc c'est le début d'une autre histoire. Mais malgré ça, je reviens sur les tentatives, malgré ça, lorsque nous arrivons en 1940, lorsque Hitler menace à nouveau le Congo, la Belgique, qui se sent déjà battue, va proposer plus ou moins à Hitler si on peut lui remettre une partie du Congo. Et on sait que le roi Léopold III était plus ou moins d'accord. Mais le projet ne s'est pas réalisé non plus parce que le roi Léopold III est devenu proche de l'Allemagne hitlérienne, mais le gouvernement belge s'est opposé et le gouvernement belge est parti à Londres et, comme vous savez, a fonctionné avec le général de Gaulle. D'ailleurs, à ce moment-là, déjà, le gouverneur général du Congo, Pierre Reckmans, avait pris l'option que si les choses ne s'arrangeaient pas, ils allaient proclamer l'indépendance du Congo. Proclamer l'indépendance du Congo. Et le Congo allait se battre pour défendre sa neutralité. Donc tout cela n'a pas pu se faire. Alors, troisième tentative, ce sont des tentatives maintenant plus faciles à expliquer parce que vous les connaissez. En 1960, lorsque le Congo devient indépendant, pardon, revenez toujours sur mon tableau d'Afrique, vous voyez tout ceci. Oh là là, pardon. L'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire allant du Congo jusqu'au Tchad, ça fonctionnait comme un pays. L'Afrique ça fonctionnait comme un seul pays, capitale Brazzaville. L'Afrique occidentale française, au-dessus là-bas, ça fonctionnait comme un seul pays, capitale Dakar. Dakar, l'Afrique ici, même britannique, qui est en mauve, le Nyasaland, c'est-à-dire Botswana actuel, la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, c'est-à-dire la Zambie, le Zimbabwe, constituaient un ensemble. La partie britannique, l'Ouganda, Kenya et tout ça constituaient des ensembles. Donc, toutes les autres métropoles ont réussi à éclater leurs colonies en plusieurs pays. Mais la Belgique n'a pas été capable, je dois dire, c'est un pays beaucoup trop faible, n'a pas été capable de faire éclater le Congo en 6 États. Alors, la seule chose qui a été possible, qui a été faite, c'est d'empêcher que le Rwanda-Burundi soit indépendant en même temps que le Congo. Alors que les intellectuels rwandais et burundais demandaient que les pays restent unis. Le prince Rwakasore au Burundi, qui a créé l'UPRONA,
les intellectuels Tutsi au Rwanda de l'UNAR, Union nationale rwandaise, ce sont des gens qui fonctionnaient avec Patrice Emery Lumumba. Ils ont été au congrès des nationalistes à Luabourg, à Stanleyville. Donc, ils ne voulaient pas se séparer du Congo. Mais finalement, la Belgique s'arrangera pour que le Congo soit indépendant le 30 juin et le Rwanda-Burundi sera indépendant le 2 juillet 1962, 2 ans après. Alors, autre chose, c'est que on va faire la loi fondamentale, et la loi fondamentale, comme vous savez, c'est une loi, fédérale. Mais on ne parle pas d'État, on parle de provinces. Mais ce sont des provinces qui ont les attributs d'un État. Donc, il y a à la tête de chaque province, les 6 provinces, il y a un président provincial, il y a un gouvernement provincial, il y a un parlement provincial. Donc voilà, c'est la seule chose qui a pu se faire. C'est ainsi donc, vous revenez sur les tentatives, c'est ainsi donc que ça ne va pas tarder, nous allons avoir le premier séparatisme. Premier séparatisme, le 11 juillet, c'est le Katanga qui devient indépendant et le 8 août, c'est le Sud Kasaï qui devient indépendant. Vous noterez que ce sont des régions minières, c'est-à-dire que derrière ces sécessions, il y a essentiellement d'un côté, l'Union minière du Haut-Katanga, qui veut soustraire le Katanga de l'ensemble du pays pour mieux l'exploiter. Et de l'autre côté, c'est la minière de Bakwanga, qu'on appelle aujourd'hui la MIBA, qui voudrait bien que cette région minière soit en dehors. Donc nous allons vivre cette expérience de séparatisme. Et ce n'est pas tout, nous allons vivre ce que moi j'appelle à la même époque le séparatisme révolutionnaire, nationaliste, les nationalistes. Le résultat étant le même. Mais l'intention est de chercher à se mettre de côté en espérant un jour reconquérir l'ensemble du Congo. C'est ainsi donc que Lumumba, dès qu'il a été arrêté, a donné des instructions à ces gens d'aller à Kisangani. C'est là qu'il comptait s'installer pour reconquérir tout le pays. Malheureusement, arrivé au pont de Lado, comme vous le savez, pour traverser le Sankourou, il sera arrêté. Mais au moins son vice-président, Gizenga, sera déjà arrivé sur place. Son ministre de l'Intérieur, Beignet, sera déjà arrivé sur place. Alors, ils vont proclamer l'avènement de la République libre du Congo. Donc nous allons avoir, à partir du mois d'août, du mois de décembre, deux capitales. Il y a Léopoldville pour certains et Stanleyville pour les autres. Et ce qui est grave, c'est que même les ambassades, il y aura des ambassades installées à Kinshasa, à Léopoldville, d'autres ambassades installées à Kisangani. Naturellement, à Kisangani, c'est des ambassades comme l'Union soviétique, la Chine maoïste, le Ghana d'Nkrumah, la RAU, l'Égypte de Nasser, etc. Et à Léopoldville, bien sûr, les États-Unis, la France et tout ce que vous voulez. Donc, même le monde est divisé. Et j'oserais dire même l'Afrique est divisée parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore d'Union africaine. Nous allons avoir ce qu'on va appeler le groupe, les pays du groupe de Casablanca, qui soutiennent plutôt les Lumumbistes, et le groupe de Monrovia, qui soutiennent plutôt
le groupe de Kinshasa. Je me permets d'insister sur ce point parce que, en plus grave, notre législation n'a pas tiré profit de cette expérience. Au point que, pour le moment, lorsqu'il est question d'une carte d'identité, mais nous appelons ça carte pour élection, des électeurs, on vous demande quel est votre territoire, quel est votre secteur. Mais oui, mais comment? Mais moi, je suis de Boma. Je suis allé à Kisangani, j'ai trouvé une Lokele. Mon fils a maintenant 25 ans, il veut voter. Il va mettre quel secteur? Quel territoire? Donc nous sommes en présence de plus en plus d'une apatridie, des apatrides provinciaux, territoriaux. Et d'ailleurs, la plupart des gens n'en savent rien lorsqu'il est question de faire l'enrôlement. Vous les entendrez téléphoner Nakomanini, secteur Nabiso Zanine. Donc même des gens de 50 ans, Nazoye Bate, Zanine ko, territoire, c'est quoi? Donc ils ne savent rien. Donc, normalement, on met nom, prénom, etc. Date de naissance, le nom de vos parents. Votre résidence. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Partout ailleurs, c'est comme ça. On peut faire une fiche spéciale pour la sécurité, pour demander, et vos parents, ils sont de quelle origine? Ah, ils sont d'origine polonaise. Ah, d'accord. Oh non, ils étaient à Madagascar. Ça, on note. Mais pour le reste, non. Vous êtes, si vous êtes né à Kinshasa, vous êtes Kinois. Ça s'arrête là. Si vous êtes né à Lubumbashi, vous êtes Katangais. Ça s'arrête là. On ne va pas dire, non, vous n'êtes pas un vrai Katangais parce que vous venez de Kisangani. Non. Vous voyez comment nous n'avons pas tiré profit de cette expérience. Et je me permets d'ajouter ici que s'il y a eu des problèmes, et il y a continué à avoir des problèmes des Hutus, des Tutsis, c'est parce qu'il y a eu ce marquage d'origine coloniale. Et nous restons dans cette distinction d'origine coloniale, qui veut qu'il faut absolument déterminer, en fait, quelle est votre ethnie. D'une certaine manière, quelle est votre ethnie, ce n'est pas grave. Bon. Regardez bien cette carte parce qu'elle est importante, parce que c'est les 6 provinces qui existent depuis 1933. Et l'Église a maintenu ça comme des provinces ecclésiastiques. Ce sont ces 6 provinces. Ces 6 provinces sont tellement importantes que c'est resté dans la mémoire collective. Quand il y a des problèmes, on dit, nous, les grands Kivu, nous nous réunissons. Nous, le Grand Équateur. Nous, le Grand Katanga. Mais quand on dit Grand Katanga, c'est quoi? On se réfère à ça. Ce qui a fonctionné de 1933 à 1962 comme division. Bon. Alors, les dangers actuels de la balkanisation. Premier danger, je vais aller rapidement parce que vous connaissez ça. C'est l'ampleur de la précarité. Quand la misère atteint un certain degré, il y a risque de balkanisation par implosion. Par implosion. Et on le constate quelque peu.
Quand vous êtes du Congo, vous êtes du Bas-Congo, on dépend de l'Angola. Quand vous êtes au Katanga, le Bunga, tout ça, ça provient de la Zambie. Quand vous êtes de l'Ituri et de Haut-Ouélé, on est lié à, n'est-ce pas, l'Ouganda, au Soudan du Sud. Quand vous êtes du Nord Kivu, etc., du Rwanda. Vous voyez que le pays est en train de partir parce qu'il y a une précarité qui n'est pas prise suffisamment en charge, qui font que c'est la division la plus grave. Parce que la division territoriale, dans la mesure où la population réagit, il n'y a pas de division. Mais quand il y a division de la population, c'est plus grave. Parce qu'alors, sans le savoir, vous êtes en train de partir ailleurs. Et ça, c'est un problème. Et lié à ça, bien sûr, l'ampleur de la corruption, qui crée des problèmes très sérieux, très sérieux à ce niveau. À telle enseigne que pratiquement il est impossible, on ne sait pas comment faire, puisque c'est lié au reste. Lorsque on dit que, voilà, je ne sais pas, Timothée a volé quelque part, on l'arrête. Mais il y a un groupe de gens qui passent à la télévision pour dire le digne fils. N'est-ce pas? Comment on s'en prend au digne fils de chez nous? Nous n'accepterons jamais ça. Donc, nous protégeons nous-mêmes, nous acceptons. Personne ne peut faire la loi à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas moyen. Il y aura toujours des protestations possibles. C'est un problème grave. Le surgissement des replis identitaires, mes chers amis, mais c'est extrêmement grave. Et le séparatisme comme chantage politique, ça va ensemble. Les replis identitaires, ces derniers temps, ça se passe de discours. Je n'ai même pas besoin de faire des commentaires. Vous le voyez à bout de bras. N'est-ce pas? Ce qui compte, c'est ma région, c'est mon territoire, c'est mon village. Le reste, donc, personne ne défend l'État. Personne. Chacun défend son petit coin. Je rentre à l'Équateur, nous, on se sépare. Derrick Oyar a dit, je vais recréer l'Empire Zandé. Mais heureusement, ils ne sont pas passés à l'acte. Moïse Tshombe voulait être ministre de la Défense nationale. Lumumba, vous ne voulez pas? Bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Je rentre chez moi. Oui. Alors, Albert Kalonji, c'est la même chose. Et là, j'ai pu parler avec lui. Albert Kalonji, on a écrit, on a dit que le Lumumba ne lui a rien présenté, ne lui a rien proposé. Non, Lumumba lui a proposé d'être ministre de l'Agriculture. Il a estimé que c'était se moquer de lui, hein? Ministre de l'Agriculture. N'est-ce pas? Alors qu'il est assistant agricole qui a étudié à Kamponde, a dit non, moi je dois être ministre de l'Intérieur ou rien du tout. Si je ne suis pas ministre de l'Intérieur, vous allez voir, c'est que vous allez voir. Et il rentre au Kasaï, malheureusement là aussi, à la tête du Kasaï, le président provincial, Mukenge, c'était un Loulois. Donc lui, le grand leader Luba, le grand leader du mouvement solidaire Luba, n'a aucun poste. Vous voyez le chantage politique. Donc s'il avait le poste, il n'y avait pas de problème. On a frisé le chantage politique du Congo central. Fort heureusement,
Kasavubu est devenu président. Le problème était résolu. Mais déjà vers le 1958, le Bas-Congo demandait d'être indépendant avant le reste du Congo. Il faut qu'on nous sépare du reste. Et au demeurant, jusqu'aujourd'hui, la province s'appelle non pas le Bas-Congo, mais le Congo central. C'est-à-dire, possibilité toujours d'un regroupement avec le nord, qui est le Congo-Brazzaville, et le sud, qui est l'Angola, pour recréer le royaume du Congo. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Dès qu'il y a un problème, nous le voyons dans les réseaux sociaux, nous les Katangais, terminés. D'ailleurs, on arbore le drapeau du Katanga, nous allons quitter. Nous allons quitter. Nous, les nés Congo, on n'a rien à voir avec vous autres. Bon. Mais ceux qui veulent balkaniser le Congo, ils assistent à ça. Ils disent, mais vous voyez, de toute façon, ces gens-là n'ont pas envie d'être ensemble. En fait, c'est artificiel, leur unité. Permettez-moi de vous parler clairement. Je me dis, mais alors pourquoi? Mais finalement, qui se revendique du Congo? On ne sait pas. Chacun se revendique d'une province, d'une région, de son territoire. Chez nous, il n'y a pas ceci. Ah, bon. Mais personne n'a des idées pour l'ensemble. Et de ce fait-là, nous créons des problèmes. Nous vivons une espèce d'adolescence attardée. Mais je venais de vous dire que nous sommes les premiers indépendants dans la région. Mais nous avons un comportement comme nous étions les derniers à être indépendants. Nous cherchons l'aide de tout le monde parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes. Alors lorsque vous êtes dans cette situation, comme on dit, ne peut être colonisé que celui qui est colonisable. Si nous sommes colonisables, parfois nous passons notre temps à taper sur Léopold II. Ah, il nous a vendus aux étrangers, etc., aux Américains et tout ça. Mais non. Mais qui nous vend maintenant aux Gabonais, aux Kenyans, c'est nous-mêmes. Donc vous voyez, si nous demeurons toujours des adolescents attardés, donc tout ce qui doit se faire chez nous doit être fait par d'autres personnes. J'ai été trop long, excusez-moi, parce que je dois vous parler des dangers actuels de la balkanisation. Parce que je suppose que c'est ça surtout qui vous intéressait. Mais je suis heureux de vous avoir rappelé que ce n'est pas une donnée tout à fait récente. C'est un élément faussement récent. Alors, cause externe. Le premier élément, c'est ce que j'ai dit, le Congo souffre douleur de l'histoire du Rwanda, du Burundi. La grande question, mes chers amis, du Rwanda-Burundi est très simple. C'est un problème, enfin très simple, je dis c'est très compliqué. C'est un problème de la démographie. Le pays est exigu. Il y a des montagnes, on n'habite quand même pas dans les montagnes, donc ça prend de la place. Et il y a le parc, la Kagera. Et puis, il y a des populations dont certains font de l'agriculture. Et quand on fait de l'agriculture, on a besoin qu'on respecte les plantes qui sont là. Mais d'autres font de l'élevage. Et l'élevage, il faut se promener avec les animaux pour qu'ils puissent manger l'herbe. Et donc qu'ils puissent manger aussi du manioc, du sorgho, des haricots qui sont plantés. Donc on est en présence d'un conflit perpétuel. Mais il faut savoir aussi
que, puisqu'on on a habitué, on s'est habitué maintenant à parler des Hutus et des Tutsis, il faut savoir qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi des divergences. La première similitude, c'est qu'on parle la même langue. Ils parlent la même langue. Kinyarwanda. Qu'il y a même les mêmes clans. Les mêmes clans. Donc il y a des liens entre eux. Mais la grande différence est venue du mode de production. Les uns sont plus, ça donne à l'agriculture, d'autres à l'élevage. Mais l'autre similitude, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle des Hutus, c'est-à-dire nés d'un parent Hutu et l'autre Tutsi. Ça existe aussi. Ça existe. Donc vous voyez, il y a des similitudes. Mais il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi le Burundi. Les Congolais ne connaissent mal les Burundais. Quand ils voient les Burundais, ils disent que ce sont des Rwandais. C'est comme quand on voit des Maghrébins, on dit qu'ils sont Libanais. Mais parfois, il y a des Syriens, il y a des Égyptiens, parfois même simplement des Marocains, des Tunisiens. Donc, tous ceux que vous croyez être des Rwandais ne le sont pas nécessairement. Il y a aussi des Burundais. Et les Burundais aussi parlent le Kirundi. Et il y a parmi eux des Tutsis et des Hutus. Le Kirundi et le Kinyarwanda, c'est la même langue. Les linguistes disent, certains linguistes disent, c'est la même langue, avec deux dialectes différents. D'autres disent que, bon, disons que c'est deux langues différentes. Bon, disons, c'est comme, je ne sais pas, le Kintandu et, je ne sais pas, Kindibu. Donc les gens, les deux langues, on se parle, on se comprend. C'est l'accent qui est différent. Ce sont les accents qui sont différents. Voilà. Donc, il faut avoir cette idée-là. Et donc, il faut résoudre ce problème fondamental. Comme depuis 1921 jusqu'en 1960, nous avons fonctionné ensemble, la politique coloniale, vers les années 20 et puis encore vers les années 40, a procédé massivement au prélèvement de la main-d'œuvre rwandaise, burundaise, pour les amener au Congo. Parce qu'on avait besoin, nous sommes à une époque où il y a du travail, mais il n'y a pas de main-d'œuvre. C'est différent d'aujourd'hui, hein, où il y a beaucoup de gens disponibles, mais il n'y a pas de travail. À l'époque, il y a beaucoup trop de travail, mais il n'y a pas de gens. Alors, on est obligé d'aller chercher des Rwandais pour les plantations de café, de thé dans le Kivu, pour le travail de mines dans le Maniema, dans le Katanga. Donc, il va y avoir cet élément-là. Et puis, il va y avoir les éléments graves, puisque on n'est pas devenu indépendants ensemble. Eh bien, on a commencé à avoir des problèmes un peu partout. Au Rwanda, on a fait tomber la royauté. Les Tutsis qui dominaient ont été chassés par les Hutus dans ce qu'ils ont appelé la révolution de la majorité, soutenue hélas par le pouvoir colonial. Ainsi donc, Kayibanda, Grégoire qui devient le premier président, est un Hutu, de parmi Hutus, qui voudrait absolument faire partir la royauté et tous les autres, tous les Tutsis. Ces Tutsis vont aller au Burundi
en Tanzanie, en Ouganda, mais surtout au Congo. Ainsi donc, nos premiers réfugiés sont Tutsis. Ils ont fonctionné avec nous pendant des années, de 1960 jusqu'en 90. C'était les Tutsis. Parce que Kayibanda, qui était un Hutu, vous connaissez un peu la géographie du Rwanda, je vous invite à l'apprendre. C'est un Hutu de Gitarama, il a été remplacé par un Hutu de Gisenyi, à Biarimana. Ils ont continué la même politique. Donc, ceux qui, en 90, vont prendre le pouvoir, ce sont donc les Tutsis qui vont s'en prendre à ceux qui les ont chassés, marginalisés pendant des années. Voilà schématiquement le problème. Mais laissez-moi vous dire que nous avons vécu tous le Congo de très grande proximité avec le Rwanda. D'ailleurs, plus le Rwanda que le Burundi. Davantage le Rwanda. Pour des raisons que je peux expliquer plus tard, parce que c'est trop long. Il faut que j'arrête. Donc, le Rwanda, très proche du Congo, pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Nous avons vécu ensemble pendant des années. Lorsque, en 1956, par exemple, au moment où il y a le manifeste conscience africaine, vous vous rappellerez que, puisque nous sommes dans le cadre aussi de l'Église, en 1956, lorsqu'il y a la première grande réunion des ordinaires du Congo belge, Rwanda-Urundi, c'est-à-dire l'ancêtre de la CENCO actuelle, qui en 1956 prend la décision d'être contre le pouvoir colonial et de dire que nous soutenons que l'indépendance est une revendication légitime. Tous les évêques sont blancs, mais on oublie de dire qu'il y avait un évêque noir. C'est Monseigneur Bigiru Mwami du Rwanda, évêque de Nyundo. Donc, c'est depuis longtemps que nous sommes ensemble. Et lorsque Lumumba a fait son propre gouvernement en 60, permettez-moi de vous le dire, il y a aussi dans le gouvernement des personnes qu'aujourd'hui vous diriez d'origine douteuse, c'est-à-dire qui sont rwandais. Ça existait déjà, n'est-ce pas? Le ministre du Commerce extérieur, par exemple, je ne dis pas le nom, et voilà. Donc ça existait déjà. Lorsque, en 1964, il y a le grand maquis avec Che Guevara et Laurent Désiré Kabila, etc., c'est attesté, c'est connu, et c'est écrit par Che Guevara, il y a des troupes rwandaises, Tutsis. Ils sont là, ils luttent avec un accord précis en disant nous vous aidons à vous débarrasser de Kasavubu, Kasavubu, Mobutu, Tshombe, pour que lorsque ça sera fait, vous puissiez nous aider à notre tour à nous débarrasser de Kayibanda. Donc c'était presque un arrangement. Voilà. Donc c'est avant Abiyarimana. Donc nous avons vécu ensemble. Parce qu'on dit là, Mobutu avait nommé Bisenyimana. Oui, il n'y a pas que ça.
il y a autre chose. Avant, il y avait des choses. Certes, il y a le phénomène Bisengimana, avec tout le pouvoir qu'il a eu, et le fait que pratiquement à la tête de toutes les grandes sociétés du Kivu, il a mis plutôt des gens d'expression Kinyarwanda. Des rwandophones, comme on dit aujourd'hui. On devrait dire d'ailleurs des Kinyarwandophones. Des Kinyarwandophones. Donc, ce sont ceux-là. Et c'est ça qui va le plus énerver la population. C'est de voir que tout ce qu'il y a comme grande entreprise, les concessions agricoles, c'est entre les mains de ceux-là. Et puis, des territoires comme Massissi et Rutshuru, à l'époque, ont pratiquement changé de propriétaire, comme on dit. C'est-à-dire que les allochtones sont plus nombreux que les autochtones. Donc, voilà. On aurait pu continuer à vivre comme ça, mais sans compter sur la crise des années 90. Parce que c'est cette crise des années 90 qui est à la base de tout. Qu'est-ce qu'il y a au niveau... Ah oui, oui, pardon. Oui, oui, c'est bon cette carte. Vous voyez cette carte? Sur cette carte, il y a le nord Kivu et le sud Kivu. Vous avez ici le Rwanda et là le Burundi. Les couleurs telles que vous les voyez là, vous ne voyez pas assez bien, c'est au niveau de la démographie. Vous voyez comment la démographie est explosive là-bas par rapport au nord Kivu et au sud Kivu. Et pourtant, au Congo, pour nous, le nord Kivu et le sud Kivu, ce sont les provinces les plus peuplées. Vous voyez le problème. Donc, ça, c'est... Alors, reviens sur... Alors, on comprend qu'il y ait des revendications territoriales qui sont fausses, bien sûr, mais il faut s'en sortir. Chercher des territoires. On va inventer qu'il y a eu une guerre, un grand Rwanda qui occupait tout le Kivu. C'est la conférence de Berlin qui nous a enlevé cette partie, ce qui est évidemment totalement non fondé sur le plan historique. Mais c'est une tentative de chercher des territoires. Et puis c'est le fait de tout ce que nous allons connaître dans la suite, d'essayer d'avoir des territoires, de capter des territoires. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le surgissement. Le surgissement du Kivu et de l'Ituri et l'apparition de la notion, comme j'ai dit, du Congo utile. De quoi s'agit-il? Pratiquement depuis la période coloniale, le Kivu est connu comme étant la région agro-pastorale. On admire parce qu'il y a des beaux paysages, il y a des vaches, il y a le grand parc Albert qui s'appelle Virunga, il y a Kaozi-Biega, etc. Mais le Kivu n'avait pas encore révélé son identité des territoires miniers. Et cette apparition est relativement récente, avec des produits nouveaux, notamment le coltan. L'invention de la téléphonie cellulaire a fait qu'on a découvert ce qu'il fallait pour faire cela. Et donc, le Kivu est devenu une région extrêmement importante. Et c'est le deuxième problème que nous avons. Et ce problème est tellement grave que la région devient, parce que je ne peux pas dire le Far West,
puisque ce n'est pas Far West comme aux États-Unis, mais c'est le Far East, c'est l'Est. C'est une région où, écoutez, si vous voulez vous enrichir, il faut aller là-bas. Dans le monde, on sait que si vous voulez vous enrichir, c'est là. Il faut aller chercher ceci. Même déjà, vous le savez, quand Laurent Désiré Kabila a commencé son action, on lui faisait déjà signer des contrats miniers, n'est-ce pas? Avant même qu'il n'arrive à Kinshasa. Donc c'est pour montrer que déjà l'intérêt du monde entier pour cette région est un intérêt économique. Et nous arrivons à ce que j'appelais le Congo utile, parce que c'est un terme qui est utilisé sur le plan international, en disant ce qui nous intéresse, c'est le Congo utile. Le reste là, non, vous faites ce que vous voulez. C'est comme, si vous voulez, pendant le caoutchouc, le Congo utile, c'était le Sankuru, le Bandundu, oui, l'Équateur, parce qu'il y a les caoutchoucs. C'est ça le grand Congo de Léopold II. Et puis après, le grand Congo utile, c'était le Katanga et le Kasaï. Parce qu'on a besoin du cuivre pour la guerre, etc. C'est là le grand Congo. Le Congo utile. Pour le moment, le Congo utile, c'est ça le Congo utile. Donc, la politique même d'ensemble de balkanisation est en réalité un séparatisme de ces régions. Parce qu'on voudrait les avoir, les faire sortir du désordre congolais, comme ils disent, pour pouvoir exploiter tranquillement les richesses qui s'y trouvent. Nous en arrivons à ce que j'appellerais la Libye sécuritaire. La Libye sécuritaire. Premièrement, 98, on a besoin d'avoir accès à ces régions minières. Mais voilà, incident grave, le 6 avril 1994, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas? L'avion de Abiyarimana est bombardé, le début du génocide. Alors, les vaincus, c'est-à-dire les phares, forces armées rwandaises d'Abiyarimana, fuient. De même que tous les Hutus, tous les grands là, du régime fuient vers le Congo. Le nouveau pouvoir Tutsi rwandais a besoin de poursuivre ces gens-là pour les anéantir. Parce qu'on a peur qu'ils risquent un jour de revenir nous attaquer. Ça, c'est le premier alibi sécuritaire qui va faire que on va créer l'AFDEL. En réalité, pour pouvoir conquérir ces régions. Mais ils ont choisi un mauvais pion. Ils ont choisi Laurent Désiré Kabila qui, lui, a son agenda autre. Parce que pour eux, à la limite, on s'arrêtait à Kisangani, c'est bon. On a largement acquis le Congo utile. Dit non, 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 moi je dois aller jusqu'à Kinshasa. Et deuxième accroc grave, c'est que le 17 mai, il se proclame président de la République, ce qu'on n'avait pas prévu. L'agenda initial, ce n'était pas ça. Il y a parmi nous un ministre, l'ancien ministre, mon ami, n'est-ce pas, Jean-Baptiste est là. Ce n'est pas ça. Et puis, troisième accroc grave, voilà qu'il décide à un moment donné, non, 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 tous les mercenaires rwandais
et ougandais, vous devez rentrer chez vous. Donc il a déjoué totalement le plan initial. Ça va lui coûter ce que nous savons. Alors, on va passer à cette deuxième expérience, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'août 1998, jusqu'en 2002, il y aura l'expérience RCD. Le RCD s'installe à Goma. C'est déjà un détail important. Dans l'ancien Kivu, la capitale, c'est Bukavu. Donc, on positionne Goma comme étant la ville qui doit avoir le leadership du Kivu. Il s'installe là. Et vous savez ce qui s'est passé avec le RCD. Finalement, le RCD est obligé de plier bagage parce qu'il y a les accords de Sun City en 2002. Vous vous retrouvez? Jusque-là, vous vous retrouvez? Rassurez-moi. Bon. Alors, après 2002, on va continuer. Que faire? Eh bien, le programme à partir de 2002, c'est d'essayer de saboter la mise en œuvre des accords de Sun City. Et par-dessus tout, saboter la création d'une armée nationale républicaine. On va saboter. Quand vous voyez des incidents graves comme à Bukavu, le commandant adjoint Jules Mutebussi essaie de tuer le commandant déjà Nabiola, qui est son chef. Et qu'on décide de lui demander de venir à Léopoldville, à Kinshasa, il refuse. Et d'ailleurs, tous ces officiers ont dit, vous êtes permutés, vous venez à Kinshasa, ou vous êtes envoyés à Kananga, tout ça. Non, pas question. Nous ne pouvons rester qu'au Kivu. Donc, saboter. Tant et si bien qu'on va créer le CNDP, qui signifie donc le Congrès national pour le développement du peuple, semble-t-il. Kunda Batware lui-même, c'est quelqu'un qui a fait des massacres de la population à Kisangani. Et il va donc, on va essayer sur ce programme, à défaut de faire la guerre, de conquérir par la guerre, mais créer un climat général d'insécurité et faire en sorte que le Congo ne puisse pas se reconstituer. D'ailleurs, un monsieur qui a fonctionné à RCD me dira ceci, que les amis rwandais lui ont dit, mais nous, vous les Congolais, nous ne vous comprenons pas. Pendant des années, notre chef à nous tous était Mobutu. Nous avons accepté. C'était notre chef à nous tous. Maintenant, c'est notre tour. Le chef de nous tous ici, c'est Kagame. Pourquoi vous ne voulez pas? Ouais, c'est significatif. C'est significatif. En disant, ben, c'est notre tour. Le M23, le CNDP se termine par des accords qui sont signés le 23 mars 2009. Bon, le 23 mars 2009, ce qui justifie l'appellation de M23, c'est-à-dire mars, 23 mars. C'est ça. Parce que ils vont dire en 2012 qu'on recommence les hostilités parce que vous n'avez pas appliqué les accords. Mais parmi ces accords, il y avait notamment le fait que Kunda Batware devait être extradé à Kinshasa. Hein? Ça n'a jamais été fait. Mais l'expérience du M23 2012-2013 est une expérience extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe. Parce que cette fois-ci, avant que le M23
attaque, on s'est arrangé pour que la chaîne du commandement militaire, depuis l'Ituri jusqu'au nord Katanga, était entre les mains des anciens du CNDP. Toute la chaîne militaire. Et en plus, une action a été menée auprès des chefs coutumiers pour leur expliquer, mais qu'avez-vous à chercher à dépendre de Kinshasa? Mais c'est trop loin. Ces gens ne s'occupent pas de vous, ils ne vous aiment même pas. Mais nous sommes ensemble ici. Pourquoi ne pas rester ensemble? Donc il y a eu même, je dirais presque une action de sensibilisation de la population. C'est cette expérience où très clairement il a été question du séparatisme, parce qu'en prenant Goma, on a retrouvé les indications très claires. Les gens disaient, nous voulons faire de Goma ce que Djouba a été pour Khartoum. Djouba, c'est la capitale de quoi? Comment? Voilà. Donc il faut commencer d'abord pour faire de Goma comme une seconde capitale du Congo. Et ensuite, on va faire un référendum d'autodétermination de la population qu'on a déjà sensibilisé pour dire est-ce que vous voulez dépendre de Kinshasa loin là-bas? Pourquoi ne pas rester ici? C'est alors qu'on s'est rendu compte que vraiment il y avait un projet politique, que ce qui s'est raconté n'est pas seulement des bobards, mais que vraiment derrière ça il y a un projet concret de faire en sorte que ça devienne un pays. Et puis il y a le M23 maintenant. Mais vous noterez deux choses. La première chose, c'est que ces attaques se font à des périodes sensibles au Congo. C'est essentiellement les périodes électorales. Ils savent qu'il va y avoir des problèmes, c'est alors que ça apparaît. Donc vous voyez bien, le CNDP a commencé au moment où nous en étions au référendum pour la Constitution. Le début, là, les élections avec Bemba, Kabila, etc. C'est cette période-là. Deuxièmement, là, 2012-2013, c'est la période électorale. On vient de lire Laurent Désiré, on vient de lire Joseph Kabila, il y a contestation parce que celui qui était élu, dit-on, c'était plutôt Étienne Tshisekedi. Il y a des problèmes internes. C'est à ce moment-là. Maintenant là, maintenant là, ça commence en 2022. Parce qu'il y a l'approche des élections. On sait que ça va être une période spéciale. C'est à ce moment-là qu'il vaut mieux lancer ça. Mais ce que vous pouvez constater, c'est que, et c'est ma deuxième remarque, que tout a échoué. Il y a toutes ces initiatives, depuis le début, la AFDL jusqu'au M23, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, non. Mais ça veut dire que, au moins sur ce point-là, les Congolais ont effectivement gagné par leur sentiment d'unité nationale. Mais ça veut dire aussi que le danger est toujours là. Même si maintenant là il y a un terme, mais ce n'est pas fini. La suite. Ça je vous ai montré. Alors là c'était pour bien vous montrer en détail. Vous voyez bien sur la carte, malheureusement il n'y a pas le nord Katanga, mais vous avez l'Ituri, vous avez oh là là, vous avez ici le nord Kivu avec Masisi, Rutshuru et Nyiragongo ici. Le message et l'origine de l'identification biblique du Congo dans la Bible. Et donc, je révèle ceci, le Congo est identifié dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 18.
ce qui va contredire la position de l'Occident, vu que le Congo a été fabriqué selon les conférences nationales de 1887. Donc pour contredire cet argumentaire de l'Occident qui soutient la balkanisation, il faut amener l'argumentaire divin qui vient de la Bible, que le Congo avait existé avant même le 18 ou la conférence de Berlin de 1885. Et donc le Congo existe dans la Bible, dans l'Ésaïe chapitre 18, de 1 jusqu'à 6. Ça c'est un. Deuxièmement, je propose ceci. Tolérance. Nous devons proposer à l'Occident une solution contre la balkanisation. C'est laquelle, deuxième solution, c'est de dire à l'Occident ceci, parce que la balkanisation a échoué. Pour balkaniser le Congo, ils ont amené les Rwandais, nos frères et tous ici jusqu'à la fin. Ils ont dirigé le Congo jusqu'au sommet de l'État. Mais le contraire serait possible. C'est-à-dire quoi? Que les Rwandais soient annexés au Congo. Et ça sera la fin de la guerre et au Congo et en Afrique. Parce que la balkanisation a échoué. Et les frontières congolaises n'existent pas divinement entre nous les Rwandais. Aujourd'hui, les frontières sont polluées. Donc ça ne sert à rien de garder ces frontières qui n'existent pas. On ouvre juste ces frontières, que les Rwandais soient considérés comme la 27e province du Congo. Réorganiser le pays. Il faut réorganiser le pays. J'ai quelques idées là-dessus, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Bon, peut-être ça pourra faire l'objet d'une autre conférence, mais il faut réorganiser le pays. Vous dites que les provinces, ça ne marche pas. Bien sûr, ça ne marche pas. D'abord, nous avons multiplié cette fonction publique provinciale. 26 provinces avec des ministres, des députés. Nous avons multiplié indéfiniment, croyant que c'était cela la démocratie. Et je pense que ça a été une mauvaise lecture de la démocratie. Donc il faudrait qu'on puisse revenir sur notre façon de voir les choses. C'est vrai que l'Église, ces derniers temps, mène une expérience intéressante. Les évêques ne sont pas nommés nécessairement dans les diocèses, leur diocèse d'origine. Bon, ça c'est un élément. C'est évident, il est évident que les Congolais sont suffisamment mûrs actuellement pour s'occuper de n'importe quelle province où ils seraient désignés, et il n'est pas indispensable qu'ils soient nécessairement originaires comme nous le disons. Je salue tous les mots d'ordre qui sont donnés pour les marches, notamment le mot d'ordre donné par la Senko. Mais je pense que c'est insuffisant, que c'est vraiment insuffisant. Quand je vois les marches et tout ça, je me dis aussi, si la moitié des fonds utilisés pour ces marches, si c'était au moins rassemblé pour aider les déplacés, ce serait déjà quelque chose, parce qu'il faut savoir qu'à chaque marche, il y a un budget derrière. J'ai dit, si la moitié de ces marches pouvaient être d'un acquis pour les humanitaires, ce serait déjà un élément important. Mais ce n'est pas le cas. Et ça me choque de constater que lorsqu'il est question des humanitaires, on réunit la Croix-Rouge et tout ça, on dit alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez? Mais comment? Mais nous-mêmes là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous attendons? Je n'ai pas encore entendu des mots d'ordre clairs de la population pour des collectes de fonds, des vivres, des habits pour les humanitaires. On devrait presque dire, aller dans des bars, demander à chacun de donner au moins l'équivalent d'une bouteille de bière. Pour ça ne se fait pas. Ça, c'est toujours dans l'immédiat.
Mais au-delà de ça, il faut que les intelligences congolaises soient interpellées. Il faut trouver une autre façon d'organiser et de gérer ce pays. L'expérience de 62 ans a atteint ses limites, a démontré que tel que c'est organisé là, vraiment ça ne fonctionne pas. Et je pense que là aussi c'est quelque chose à faire. Non, nous ne réclamons pas parce que nous sommes souverains, nous décidons de ce que nous voulons être. La conférence, la balkanisation du Congo, mythe ou réalité, a consisté d'abord à démontrer que ce n'est pas la première fois que le Congo se trouve dans des situations où il est question de sa balkanisation ou de la séparation d'une partie de son territoire, et qu'à ce niveau-là, nous notons d'abord avec satisfaction que jusqu'aujourd'hui, la population a su résister et que cela ne s'est jamais fait. C'est déjà donc une victoire à célébrer. Mais il ne faut pas rester là parce que le Congo subit également le danger d'imploser dans la mesure où il y a une précarité telle que nous sentons déjà que les populations ont des regards ailleurs, spécialement vers les pays voisins, ceux qui font leur commerce avec l'Angola, d'autres avec la Zambie, d'autres avec l'Ouganda, etc. Il n'y a aucun marché intérieur, il n'y a aucun élément. Et donc là, c'est une déficience, nous devons aussi faire un effort. Nous notons également que notre immense territoire national n'est pas administré. Il y a des vides énormes, des pans entiers de notre vie, de nos territoires, qui ne fait pas l'objet d'une administration stricte et suivie. Ce sont des déficiences graves. Et donc, lutter contre la balkanisation demande à ce qu'on fasse une mobilisation forte. C'est un premier élément. Mais surtout, ne pas imaginer que tout s'arrête à la mobilisation. Il faut résoudre les problèmes très concrets du pays, de l'organisation du pays, de l'administration du pays et de la lutte contre la précarité. Nous, de participer à une conférence, une belle conférence animée par le professeur Ndaiwel, grand spécialiste historien, sur la balkanisation de la RDC. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et partant des données nous fournies par le collègue professeur Ndaiwel, son exposé a été suffisamment clair. La balkanisation de notre pays, où les tentatives de balkanisation sont bien réelles. Mais la clé, la solution contre la balkanisation de notre pays, la clé c'est nous-mêmes Congolais. C'est nous-mêmes Congolais qui devons nous déterminer que nous devons faire échec. Parce que jusqu'à présent, le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, refuse la balkanisation de notre pays. Mais il faut reconnaître qu'il y a bien d'aléas, il y a bien de faiblesses dans la gestion de notre pays. Il y a des problèmes internes. Parce que le problème que nous avons avec le Rwanda, ce n'est pas un problème entre le peuple congolais et le peuple rwandais. C'est contre le régime actuel, le régime politique actuel du président Kagame, qui mène une politique d'expansion, d'exploitation de nos richesses, sans pouvoir s'en référer à nos autorités, et qui sème l'insécurité à l'est de notre pays. Donc, les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais, avec le peuple burundais, avec les Congolais d'origine rwandaise ou burundaise ou ougandaise. Mais les Congolais se dressent comme un seul homme contre toutes les tentatives
des puissances occidentales, certaines bien sûr, pas toutes, et qui utilisent le Rwanda et parfois l'Ouganda pour semer l'insécurité chez nous. Et c'est là où nous sommes dressés comme un seul homme. Donc c'est un excellent message nous donné par le professeur Ndaiwel. L'Église catholique, l'Église protestante, l'Église kébangiste, l'Église islamiste et toutes nos églises de réveil ont un rôle extrêmement important à cette heure pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes heureux que les pères spirituels de l'Église catholique s'étaient déjà concertés pour dire le 4 décembre, nous allons amener dans nos rues de Kinshasa et d'ailleurs à travers la République nos concitoyens les chrétiens pour dire holà aux tentatives de balkanisation et aux souffrances qu'on impose à notre peuple qui se trouve à l'est de notre pays. Et nous pensons que toutes les autres églises vont s'en suivre. Nous savons bien que l'église kébangiste s'affaire et nous savons le poids que l'église kébangiste a dans notre histoire. Donc c'est un rôle très important de nos églises pour qu'ensemble nous puissions empêcher. Vous savez que l'évangélisation va de pair avec le développement. On ne peut pas réussir l'évangélisation sans que le peuple de Dieu soit dans les bonnes conditions. Et pour que le peuple de Dieu soit dans les bonnes conditions, il faut qu'il y ait la paix de cœur et d'esprit. Donc nous, société civile, monde du travail, nous, professeurs d'université, nous saluons ce rôle positif de toutes nos églises, spécialement ici, de l'Église catholique pour les initiatives qu'elle prend pour qu'il y ait la paix, la concorde et le développement dans notre pays. Oui, mais ça ne veut pas dire que les acteurs de la balkanisation ont baissé les bras. S'il y a un tel thème, c'est pour nous pousser à nous mobiliser et à nous unir contre ces projets de la balkanisation de notre pays. Mais que celle-ci, comme celle-ci commence à dire à la suite des évêques, parce que les CLC a le devoir de traduire en actes les directives des évêques dans les champs sociopolitiques. C'est à la suite de les rappels maintenant que nous avons fait la conférence et on va continuer les actions telles que nos évêques ont parlé. Ça dit que nous sommes derrière nos évêques pour mettre en pratique ce qu'ils nous demandent de faire, notamment la mobilisation contre la balkanisation de notre pays. Oui, même ça c'est un appel aux personnes de bonne volonté, aux Congolais en général. Il n'y a pas question d'église. Ezali kamba mabele, to sangana, to tambola. Congolais, quand il s'agit de leur Congo, ils ne sont jamais naïfs. Que ça soit comme ça. Allons-y, marchons, mobilisons-nous, montrons au monde que nous voulons un Congo uni et indivisible.